des hommes, des femmes et des empires. Une série de podcasts proposés par la Fondation Napoléon. Les Boussicot, ou la naissance des grands magasins. Un chantier rue de Sèvres, 7e arrondissement de Paris, 9 septembre 1869. Une femme d'une petite cinquantaine d'années, corpulente, élégamment vêtue d'une longue robe de taffetas mauve, les cheveux bruns retenus sous un chapeau de velours noir, se tient debout, le buste penché en avant, tout sourire, une truelle de maçon dans sa main droite gantée. Dans un rituel hérité du Moyen-Âge, Marguerite Boussicot, entourée d'un petit nombre d'hommes, son mari, son fils, le jeune architecte Alexandre Laplanche et plusieurs de ses collaborateurs, s'apprête à poser la première pierre de l'édifice qui sortira bientôt de terre, après avoir, comme le rappellera l'hebdomadaire L'Illustration, absorbé pied à pied les maisons qui l'entouraient. Le projet respire l'ambition. Tout y sera symbole. Ainsi, des médaillons sculptés en façade qui rendront hommage au savoir-faire des villes de province connues pour leur production de qualité, Calais pour sa dentelle, Lyon pour sa soie, Roubaix pour sa laine. Tout y sera démesuré. Les matériaux sont classiques. Selon l'architecte, La construction a été faite en meulière et ciment. Les murs de façade sont montés en roche de l'Hérouville. Les murs de refend et les cloisons sont en briques. La charpente du comble est en bois, ainsi que les escaliers. mais le bâtiment se singularisera par sa surface, 1700 mètres carrés, ses étages aérés, sa large porte d'entrée, sa ferronnerie d'art et son escalier monumental. L'édifice se compose de 5 étages, avec sous-sol et cave. La partie ancienne des magasins, de la rue du Bac, étant trop basse de plafond, on a voulu éviter cet inconvénient dans les nouveaux bâtiments. Et aux 4 étages des anciens magasins n'en correspondent que 3 dans les nouveaux. Les différences de niveau des planchers sont rachetées par des escaliers. L'escalier principal, qui devait desservir à la fois les 2 parties de l'établissement, a dû être combiné en conséquence. Au Moyen-Âge, dans la première pierre de construction des édifices publics, le plus souvent des églises, on insérait un parchemin daté et signé mentionnant les noms de leurs commanditaires. Marguerite Boussicot ne déroge pas à cette tradition, alors que l'édifice à venir n'a rien d'un lieu de culte. Mais peut-être a-t-elle pressenti qu'il allait devenir un nouveau temple, La cathédrale du commerce moderne. comme l'écrira plus tard Émile Zola. À l'intérieur de la première pierre creusée à cet effet, Marguerite Boussicot a déposé une boîte en plomb scellée qui contient une feuille de papier. Y figurent quelques mots rédigés par son époux Aristide, qu'elle et leur fils Aristide Anthony ont co-signés, comme pour en partager le message suivant. Je désire donner à cette construction toute spéciale une organisation philanthropique qui permette, en me rendant utile à mes semblables, de témoigner à la Providence toute ma reconnaissance pour le succès dont elle n'a cessé de couronner mes efforts. Succès ? Effort ? Mais de quel succès et de quels efforts s'agit-il ? Et qui étaient Aristide et Marguerite Boussicot ? À Paris, dans les années 1820-1840, émergent des boutiques que l'on va bientôt appeler de nouveautés, car les étoffes qu'elles y vendent changent au gré des saisons et des modes. Outre les tissus destinés à la confection de robes, de jupes, de châles et de manteaux, ces négoces proposent aussi des articles de mercerie, de lingerie et de ganterie. Ils sont organisés en rayons, appelés magasins, qui fascinent déjà par leurs agencements flatteurs. Dans son roman César Birotteau, publié en 1837, Balzac les décrit ainsi. Enseignes peintes, banderoles flottantes, montres pleines de châles en balançoire, cravates arrangées comme des châteaux de cartes et 1000 autres séductions commerciales. Prix fixes, affiches, illusions et effets d'optique portés à un tel degré de perfectionnement que les devantures de boutiques sont devenues des poèmes commerciaux. Contrairement à l'usage d'alors,
certains négoces font le choix de marges limitées pour vendre plus et plus vite. Dans son magasin, au coin de rue, établi en 1821, le directeur déclare vendre à bon marché. L'important pour nous n'est pas de réaliser de gros bénéfices, mais de vendre beaucoup, de renouveler chaque jour nos rayons. Ceci évidemment afin de susciter surprise, désir et pulsion d'achat. Offrant un large choix d'articles, les magasins de nouveautés sont aussi à l'origine d'une pratique nouvelle bien repérée par Balzac, celle des prix fixes marqués en chiffres connus, à l'inverse des prix qui jusque-là se négociaient à la tête du client. Cette pratique des prix fixes se retrouve à l'enseigne au Petit Saint-Thomas. Située rue du Bac, la boutique insère dès 1832 dans le journal La Quotidienne des annonces détaillant les prix de ses marchandises. C'est précisément au Petit Saint-Thomas qu'en 1834, un jeune homme originaire de Bellême dans le Perche fait ses premiers pas de vendeur de nouveautés dans la capitale. Né en 1810, fils d'un chapelier, Aristide Jacques Boucicaut a commencé par travailler comme commis dans les shops paternelles avant de s'associer à 18 ans à un bonnetier ambulant, vendeur de mailles et de tricots. En 1829, il s'installe à Paris et 5 ans plus tard, il entre au Petit Saint-Thomas. Il y est d'abord calicot, c'est-à-dire simple vendeur, puis chef du rayon des châles. C'est là qu'il découvre les nouvelles techniques de vente, prend la mesure du pouvoir d'achat de la classe bourgeoise naissante et entrevoit aussi les ressorts psychologiques à l'œuvre dans ces achats de nouveautés, à la fois si nécessaires et si superflus. En 1835, Aristide Boucicaut fait la connaissance d'une jeune femme vive et avenante, elle aussi provinciale, Marguerite. Née en 1816, âgée de 19 ans, soit 6 ans de moins que lui, elle vient de Verjus, un petit village de Bourgogne pauvre et isolé, qui régulièrement inondé par les crues de la Saône, n'est relié au village le plus proche que par un bac. L'enfance de Marguerite a été difficile. Née de père inconnu, véritable stigmate social à cette époque, et de Pierrette Guérin, une couturière analphabète avec laquelle elle a vécu dans une masure en bois étorchi, Marguerite a commencé à travailler dès l'âge de 8 ans en gardant des oies. Mais en mars 1827, le conseil municipal de Verjus ayant rendu obligatoire l'élevage des oies en enclos, elle a perdu son emploi. Sa mère décide alors de l'envoyer à Paris, où l'un de ses frères travaille comme porteur d'eau. Et c'est ainsi qu'en 1828, à 12 ans, Marguerite entre en apprentissage dans une blanchisserie de la rue du Bac. Les conditions de travail y sont éprouvantes. Les journées avoisinent les 12 heures pour un salaire de moins d'1 franc. Mais la jeune fille, économe et volontaire, est bien décidée à devenir indépendante. Quelques années plus tard, ayant appris à lire et à écrire, elle ouvre à son compte, rue du Bac, une petite crèmerie qui propose un plat du jour aux ouvriers et employés du quartier. Aristide Boucicaut y vient régulièrement déjeuner, et vers 1838, les jeunes gens, épris l'un de l'autre, emménagent. Mais les origines sociales de Marguerite rebutent les parents d'Aristide qui s'opposent au mariage. À l'automne 1839, Marguerite donne naissance à un petit Anthony Aristide. Comme sa jeune mère, et l'histoire semble se répéter, l'enfant est officiellement né de père inconnu, et au regard de la loi, Marguerite est une fille-mère. Néanmoins, le couple tient bon. En 1845, Aristide reconnaît le petit garçon, et 3 ans plus tard, il épouse Marguerite. Cette dernière, à 32 ans, connaît enfin la respectabilité sociale. La même année, Aristide entre au Bon Marché, une petite boutique de nouveautés située à l'angle des rues de Sèvres et du Bac. Ses propriétaires, qui y vendent des tissus, de la mercerie, des gants et des parapluies, sont en quête d'un homme de confiance, et Boucicaut, fort de ses 15 années passées au Petit Saint-Thomas, va vite faire ses preuves. Il améliore les étalages, augmente les ventes, et en 1852, décidé à aller plus loin, il entre au capital de la boutique grâce aux 50 000 francs, soit 165 000 euros, que le couple a réussi à épargner. Désormais, Aristide est copropriétaire de la boutique au Bon Marché. Il veut profiter à plein de l'enrichissement des élites bourgeoises parisiennes, fruit de la croissance, de la modernisation et du développement industriel et bancaire porté par le régime de Napoléon III. Pour ce faire, il s'appuie sur 3 principes clés. Renseigner exactement le public sur la qualité des marchandises, et ce afin de gagner la confiance de la clientèle. Se contenter du plus petit bénéfice possible, en optant pour des marges réduites, compensées par une rotation rapide des stocks et des prix négociés sans intermédiaire auprès des producteurs. Et intéresser le personnel au succès de la maison en le faisant participer aux bénéfices.
Pour Boucicaut, le vendeur, maillon clé du dispositif, doit être investi dans l'entreprise pour bien la servir. D'où, en plus de l'intéressement sur les ventes, des mesures visant à lui garantir des conditions de travail décentes. Le magasin sera fermé le dimanche et les jours fériés, et la journée de travail de 8 à 19 heures inclura un déjeuner gratuit pris au réfectoire. S'y ajoutent des perspectives d'avancement qui se fait au mérite et non à l'ancienneté. Néanmoins, les horaires restent lourds, les salaires très irréguliers car ils varient selon les résultats des ventes. Et la direction est exigeante en termes de ponctualité, de résultats et de respect de la clientèle. Dans cette dernière, les femmes sont de loin les plus nombreuses et ce sont donc les clientes qu'il faut choyer par des attentions diverses. Des rayons où elles peuvent librement flâner en touchant aux articles sans obligation d'achat, des espaces d'essayage confortables à l'abri des regards, un service de livraison à domicile des paquets qu'elles n'auront pas à porter elles-mêmes. À un moment où la société voit d'un mauvais œil les femmes qui s'aventurent en ville sans chaperon et où leurs sorties se cantonnent le plus souvent à l'église, au cimetière et aux visites familiales, le Bon Marché, premier des grands magasins, les ouvre gaiement sur le monde extérieur. Il leur offre un lieu de promenade et de distraction, tout en constituant un espace sûr où la morale est préservée. Car alors que jusque-là, le métier de vendeur était réservé aux hommes, ce qui pouvait induire une promiscuité gênante, Aristide Boucicaut a recours à des demoiselles de magasin, reconnaissables entre toutes à leurs sages robes de soie noire à col blanc, qui ont pour mission de renseigner les clientes et de les assister dans leurs achats et leurs essayages. Ces innovations portent vite leurs fruits, et alors qu'en 1852, le Bon Marché employait 12 personnes pour un chiffre d'affaires de 450 000 francs, en 1863, il totalise 200 salariés et son chiffre d'affaires s'élève à 7 millions, soit 23 millions d'euros actuels. Mais les ambitions de Boucicaut et sa volonté d'étendre encore le magasin en rachetant des terrains avoisinants et des commerces en faillite effraient ses associés qui décident de se retirer. Qu'à cela ne tienne, Aristide emprunte alors à un ami qui a fait fortune aux États-Unis les 2 millions de francs nécessaires au rachat de ses parts et aux premières opérations de réaménagement du magasin. Il est, désormais, à la tête du Bon Marché, maison Aristide Boucicaut et fils. Marguerite, en tant que femme mariée, éternelle mineure du Code civil, reste dans l'ombre. Pour séduire la clientèle, les renseignements aux dames affichés à l'entrée du magasin énoncent des règles claires. Les employés sont tenus de renseigner exactement les acheteurs, de leur signaler les moindres défauts des marchandises et de ne garantir que celles reconnues bonnes. Toute réclamation entraîne une remontrance pour l'employé fautif et peut motiver son renvoi s'il y a récidive. Toute marchandise qui a cessé de convenir, toute marchandise qui ne répond pas à la garantie donnée, est sans difficulté échangée ou remboursée au gré de l'acheteur. Cette condition ne souffre que 2 exceptions. 1. Lorsque l'article a été porté, ne fût-ce qu'une seule fois. 2. Lorsque le laps de temps écoulé entre l'achat et le rendu est assez long pour que la marchandise soit complètement démodée. La plus grande complaisance est recommandée aux employés, soit que les dames veuillent acheter ou bien se renseigner, échanger un article qui a cessé de plaire, ou simplement visiter les magasins et les agencements. Pour diversifier sa clientèle et s'ouvrir à des classes plus modestes, Boucicaut instaure des opérations de promotion et de solde annoncées à grand renfort de placards publicitaires dans la presse. En 1867, il édite un premier catalogue d'achat par correspondance. Tiré à 500 000 exemplaires et acheminé grâce au chemin de fer, bientôt accompagné d'échantillons pour guider le client dans ses choix, le catalogue permet au Bon Marché de gagner la province et au-delà l'Europe. En janvier 1869, nouveau coup de génie. La semaine du blanc, destinée à relancer les ventes au lendemain des fêtes. L'opération rencontre un tel succès qu'elle se transforme rapidement en mois du blanc. En parallèle, les rayons du magasin s'ouvrent bientôt aux vêtements pour enfants et aux jouets. Non content de séduire les femmes, l'insatiable Bon Marché se lance à la conquête des mères et de leurs filles. Cumulées, ces initiatives contribuent à accroître la notoriété et l'assise du Bon Marché. Mais elles lui valent aussi des critiques. Des critiques sociales, certains dénonçant la politique de bas prix acculant à la ruine les boutiques environnantes. Mais surtout des critiques morales. L'Église voit dans le magasin un lieu de tentation, détournant les femmes de leur foyer, et où certaines finissent par perdre la tête,
devenant kleptomane ou ruinant les finances familiales. D'autres observateurs iront dans le même sens, tel Zola, mettant en avant, non sans recourir à des clichés misogynes, la prétendue faiblesse des femmes face aux monstres. C'était la femme que les magasins se disputaient par la concurrence, la femme qu'ils prenaient au continuel piège de leurs occasions, après l'avoir étourdie devant leurs étalages. Ils avaient éveillé dans sa chair de nouveaux désirs. Ils étaient une tentation immense, où elle succombait fatalement, cédant d'abord à des achats de bonnes ménagères, puis gagnée par la coquetterie, puis dévorée. Mais le succès du magasin qui ne désemplit pas, autant que la volonté d'augmenter le nombre de ses rayons, explique précisément le projet de construction dans lequel les Boucicaut se lancent en 1869, à un moment où le Second Empire incarne encore modernité, croissance et richesse. Un an plus tard, bien sûr, la guerre de 1870 porte un coup d'arrêt brutal au projet. Mais contrairement à d'autres magasins ruinés, le Bon Marché ne disparaît pas. Et même si le siège de Paris retarde l'achèvement des travaux, le nouveau magasin n'en est pas moins inauguré en avril 1872. Son ouverture est claironnée dès le 29 mars dans Le Temps, où une pleine page portant une gravure du nouvel édifice mentionne en légende « Au Bon Marché, maison Aristide Boucicaut et Fils. Magasin de nouveautés, aujourd'hui les plus grands de Paris, les mieux agencés, les mieux éclairés, les seuls construits spécialement pour l'usage d'un grand commerce de nouveautés. À suivre, une grande exposition publique des nouveautés de la maison et la mise en vente de soldes et d'occasion préparée spécialement pour cette ouverture. » Une fois de plus, la foule sera au rendez-vous. À la demande des Boucicaut, l'architecte a conçu de nombreuses innovations. Un cabinet de lumière destiné à l'achat des étoffes de soirée. Au-dessous de la salle de billard, une bibliothèque où les clients peuvent lire les journaux et faire leur courrier. Dans le passage par lequel on accède à cette bibliothèque a été installé un buffet qui offre gratis des gâteaux et des rafraîchissements. Enfin, au-dessous des chambres privées des demoiselles de magasin se trouvent des salons privés pour les clientes, précédés par une charmante petite serre. C'est à coup sûr une véritable intelligence commerciale qui a présidé à ces divers agencements. Et le public féminin qui fréquente les magasins de nouveautés n'est pas insensible à ces recherches de confort. En parallèle, et l'on retrouve ici l'esprit du message enserré dans la première pierre du bâtiment, son organisation vise à faciliter les conditions de travail du personnel, ce dont témoigne là encore son architecte. Le rez-de-chaussée, le premier étage et le second sont occupés par les services de la vente, une partie du second étage étant réservée pour l'administration. Au troisième se trouvent les cuisines et les réfectoires pour le personnel de l'établissement s'élevant au total de 915 personnes, mangeant en 3 séries, et des chambres pour un certain nombre de demoiselles de magasin. Une partie du personnel des commis loge à l'étage mansardé. Le sous-sol comprend le service très important de la réception des marchandises, l'expédition des paquets de Paris et le service de l'échantillonnage. À partir du début des années 1870, outre le logement pour les employés célibataires et sans famille à Paris, le personnel a accès à des cours d'anglais et de formation à la vente, ainsi qu'à des cours de chant et de musique. Il bénéficie d'un jour de congé hebdomadaire payé, d'une cantine gratuite, d'une médecine du travail, d'une caisse de prévoyance et d'une caisse de retraite. Autant dire que le modèle développé par les Boucicaut, influencé par l'idée émergente du catholicisme social, est en pointe. Toutefois, certains ne voient là que l'expression d'un paternalisme patronal incitant d'autant plus à la soumission qu'Aristide Boucicaut est connu pour son autoritarisme et qu'il interdit toute grève. Des protestations se feront entendre dans la presse nationale et une polémique s'y engage entre Aristide Boucicaut et plusieurs de ses salariés qui, à l'automne 1869, font paraître dans le Figaro un article écornant quelque peu l'image dorée du patron social. Tous les dimanches, si les magasins étaient fermés au public, les employés n'en étaient pas moins occupés aux travaux intérieurs depuis 8 heures du matin jusqu'à 5 ou 6 heures du soir, heure à laquelle on les renvoyait sans les faire dîner. Tous les jours de la semaine, M. Boucicaut fermait, il est vrai, son magasin à 8 ou 9 heures, mais le personnel n'en sortait la plupart du temps qu'à une heure avancée de la nuit. Face à ces attaques, Aristide Boucicaut se défendra fermement. Il se fait, à la veille des lundis d'exposition de printemps et d'automne, des déplacements très considérables de marchandises qui, à de certains rayons, nécessitent la présence d'une partie du personnel.
La présence du personnel complet n'est obligatoire que le dimanche de l'inventaire annuel. Par ailleurs, si les vendeurs hommes peuvent espérer accéder au rang enviable et bien rétribué de chef de rayon, il n'en va pas de même des demoiselles de magasin. Certes, elles peuvent devenir secondes, puis premières, mais jamais chef de rayon. Leurs salaires, de 2 ou 3 000 francs par an, sont bien supérieurs à ceux des ouvrières d'usine. Mais elles sont exposées aux caprices des clientes, souvent aussi, comme le dénoncera Zola, au harcèlement des chefs de comptoir, et contraintes de rester debout près de 10 heures par jour. Il faudra en effet attendre le 29 décembre 1900 pour qu'une loi impose aux directeurs des grands magasins de mettre un siège à disposition de chacune des vendeuses. Grand magasin le jour, le soir le bon marché s'ouvre à des manifestations variées. On y donne des bals, des concerts, des cours pour le personnel, et en mars 1875, une galerie de tableaux y est même ouverte. Y sont exposées à la vente, sans commission, des œuvres d'artistes refusées au salon officiel de l'Académie des Beaux-Arts, tel Gustave Courbet, auquel le magasin apporte ainsi son soutien. Quelques mois seulement après l'inauguration du nouveau bâtiment, l'édifice est déjà trop petit. Une autre phase d'agrandissement suivra, cette fois orchestrée par l'architecte Louis-Auguste Boileau, pionnier de la construction métallique, tandis que Gustave Eiffel apportera lui aussi sa contribution. Avec son ossature de métal et ses somptueuses verrières tout en jeu de lumière, le résultat sera éblouissant. En décembre 1877, Aristide Boucicaut décède brutalement suite à une chute de cheval. Il laisse un véritable vaisseau amiral, qui emploie 1788 salariés, accueille en moyenne 16 000 clients par jour et réalise un chiffre d'affaires annuel de 207 millions d'euros actuels. La direction du magasin est aussitôt reprise par Anthony Aristide. Mais gravement malade, ce dernier s'éteint 2 ans plus tard, laissant sa mère seule à la tête de l'entreprise. Désormais sans héritier, Marguerite Boucicaut en modifie la raison sociale. En 1880, elle crée la société Veuve Boucicaut et compagnie, qui en 1886 devient la Société civile du bon marché. Elle place à la tête du magasin une poignée d'administrateurs tous issus de la maison, en partage le capital par moitié entre elle et le personnel, car seuls les employés du magasin peuvent être actionnaires de la société civile, et retirée à Cannes, elle s'y consacre discrètement à des œuvres de bienfaisance. À son décès en décembre 1887, sa fortune s'élève à 75 millions de francs, soit 165 millions d'euros. Rédigé 1 an plus tôt, son testament mystique donne enfin la parole à une femme longtemps restée dans l'ombre, et les choix qu'elle effectue révèlent beaucoup de sa personnalité et de ses convictions. J'institue pour ma légataire universelle l'administration de l'assistance publique, dont le siège est à Paris, avenue Victoria. En léguant ainsi à la dite administration ce qui restera de ma fortune, et dont je n'aurai pas disposé par les particuliers et fondations, j'obéis à cette pensée que je ne puis mieux choisir l'agent du bien que je veux faire, en ne m'inspirant que de la seule charité. Sur les 75 millions, 16 sont légués aux employés du bon marché. À mes collaborateurs dévoués, quel que soit le rang qu'ils occupent dans cette grande maison, que mon mari et moi avons avec eux conduit à ce degré d'honneur et de prospérité où elle est parvenue. Le premier paragraphe du testament en détaille minutieusement la répartition. 1 000 francs sont donnés à ceux qui y ont travaillé moins de 3 ans, 3 000 francs de 3 à 6 ans, 6 000 de 6 à 10 et 10 000 francs à ceux qui seront restés plus de 10 ans au service de la boutique. La fidélité des 600 ouvriers, veilleurs et enseignants du magasin est également récompensée. Les propriétés de Marguerite Boucicaut, dont celle de Fontenay-aux-Roses, sont cédées à la Société civile du bon marché pour qu'elles deviennent des maisons de repos ou de retraite. 10 millions sont légués à divers bureaux de bienfaisance de Paris à Verjus, de Bélem à Cannes, et sur ces 10 millions, 2 reviennent à des établissements d'enseignement technique pour jeunes ouvrières et ouvriers, et ce, à parité. 100 000 francs sont légués à Louis Pasteur, bienfaiteur de l'humanité. Des dons généreux vont également à des associations d'entraide aux musiciens, peintres, sculpteurs, architectes, écrivains et journalistes en difficulté, ainsi qu'aux pauvres des paroisses des différents arrondissements de Paris.
Marguerite Boucicaut a aussi en tête un autre objectif. Favoriser la foi religieuse, que je crois nécessaire au bonheur et à la prospérité de chacun, et aider dans leur mission à Paris les divers cultes qui y sont reconnus et établis, alors même que leurs confessions ne sont pas la mienne. Elle effectue des donations à des institutions cultuelles de confession catholique, protestante, orthodoxe et juive dans un grand esprit d'ouverture. 10 millions de francs sont également légués à l'assistance publique, Car mon unique pensée a été de venir aussi utilement que possible au secours des souffrants et des misérables. Avec ces fonds, l'assistance publique devra construire à Paris un hôpital qui portera le nom de Boucicaut de 1897 jusqu'aux années 2000. Marguerite lègue aussi une impressionnante collection de toiles de Courbet, Corot, Renoir et bien d'autres à différents musées parisiens dont ceux du Louvre et du Luxembourg. Son linge de table et de maison, ainsi que son argenterie d'or, d'argent et de vermeil, reviennent au grand chancelier de la Légion d'honneur qui devra les répartir entre les 3 maisons d'éducation de jeunes filles sur lesquelles il a juridiction. Enfin, et ce montant élevé en dit long sur la personnalité de Marguerite Boucicaut, Dotées de 2 600 000 francs au total, 3 maisons de refuge seront établies à Lille, Rouen et Chalon-sur-Saône et aménagées pour recevoir, au moment de leur couche, les femmes non mariées ni veuves qui auront eu, pour une première fois, le malheur de se voir séduites. Elles recevront dans les dites maisons, gratuitement, la nourriture et les soins nécessaires. Au seuil de sa disparition et au sommet de sa notoriété, Marguerite Boucicaut se souvenait encore de la petite gardienne d'oie de Verjus, née de père inconnu. Vous venez d'écouter un podcast de Napoléonica, la marque scientifique de la Fondation Napoléon, écrit et raconté par Marie-Pierre et François Ray, réalisation Victor, enregistré à l'ACAV Studio à Versailles. Musique Ludwig van Beethoven et Alexandre Korchia. Retrouvez des compléments historiques et tout ce que vous voudriez savoir sur l'histoire des 2 empires sur le site www.napoléon.org de la Fondation Napoléon.